En bras de chemise, le ministre russe de la Défense n'a pas hésité à donner de sa personne pour promouvoir le Sputnik 5. Ce vaccin contre la Covid-19, promis par Vladimir Poutine, vient d'être salué par une prestigieuse revue scientifique britannique. Le traitement en cours de développement par le gouvernement russe déclenche une réponse immunitaire et n'a pas entraîné d'effets indésirables graves. La course au vaccin s'accélère. Donald Trump, lui aussi, veut son antidote, son pari, un traitement prêt à l'emploi, disponible juste avant la présidentielle. Nous restons sur la bonne voie pour fournir un vaccin avant la fin de l'année, peut-être même avant le 1er novembre. Les enjeux politiques et économiques risquent-ils de prendre le pas sur les enjeux sanitaires? Partout dans le monde, des milliers de scientifiques sont mobilisés. La recherche n'a jamais avancé aussi vite. Le ministre français de la Santé affiche son optimisme. Il y a plusieurs vaccins qui sont en cours d'expérimentation, certains en France d'ailleurs. J'espère toujours pour la fin de l'année des bonnes nouvelles, au plus tard au printemps. Le géant pharmaceutique français Sanofi s'aventure même à promettre une dose à moins de 10 €. Face à toutes ces annonces, l'Organisation mondiale de la santé rappelle le principe de précaution. Je tiens à assurer le monde entier que l'OMS ne cautionnera pas un vaccin s'il n'est pas sûr et efficace. Alors, entre les Russes, les Américains, les Chinois ou les Européens, qui proposera le premier vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 ? Est-ce une question de mois ou d'années ? Et pour mettre fin à la crise sanitaire, le vaccin devra-t-il devenir obligatoire ? Nos trois invités ce soir sont le professeur Christian Bréchot. Vous êtes virologue, bonsoir, président du Global Virus Network. Vous êtes également professeur à l'université South Florida et vous avez dirigé l'Institut Pasteur entre 2013 et 2017. Vous considérez, professeur Bréchot, qu'une première génération de vaccins va arriver sur le marché d'ici la fin de l'année 2020, mais ils n'apporteront qu'une protection partielle contre le virus. À côté de vous, Nathalie Ernoult, bonsoir. Vous êtes co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS et responsable de bureau pour Médecins sans frontières. Selon vous, ce qui est important pour répondre sur la fiabilité d'un vaccin, c'est la qualité scientifique et la robustesse des données. Or, aujourd'hui, on manque de données. Et à côté de vous, Nathalie Coutinet, bonsoir, économiste de la santé à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous estimez qu'une forme de nationalisme se joue dans cette course au vaccin. Chaque grand pays veut montrer qu'il est le plus fort du monde et que son système de recherche est évidemment le plus performant. On démarre notre débat avec notre état des lieux, avec une question que vous avez sélectionnée, Nadia, parmi celles de nos internautes. Oui, c'est un téléspectateur qui voudrait savoir ce que l'on sait à ce jour de l'efficacité du vaccin russe, le fameux Sputnik 5. Professeur Bréchot, les chercheurs russes qui travaillent donc sur ce vaccin ont publié une étude dans la revue scientifique de Lancet. Ils qualifient les résultats d'encourageants. Qu'est-ce que ça veut dire, des résultats encourageants ? Et est-ce qu'il faut les croire sur parole, ces chercheurs ? D'abord, c'est vraiment bien qu'ils aient publié leurs résultats. On peut partir de ça, par rapport à des effets d'annonce qu'il y avait avant. Oui, quand on regarde l'article, c'est vrai que c'est encourageant. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, je crois, pour répondre à cette question, c'est que d'abord, je crois qu'on doit garder une très grande humilité vis-à-vis de ce qui se passe. Et ce coronavirus nous a infligé des surprises, la plupart désagréables. Et je crois qu'il faut vraiment toujours avoir ça en tête, quelle que soit la qualité des résultats. Le deuxième point, c'est que ce papier, plus tous les autres qui ont été publiés, montrent que, et c'était vraiment loin d'être évident, on aura probablement un vaccin contre Covid-19, ce qui paraît évident à dire, mais qui n'était pas du tout, en fait. Et ça, c'est le résultat d'un effort énorme qui a été fait, à la fois par des industriels, des académiques. Donc tout ça est positif, et ce papier, cet article des Russes, va dans le même sens, et les Russes ont une qualité scientifique tout à fait remarquable, en fait. Donc, maintenant, le point, simplement, sans vouloir être trop long, c'est que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est capable effectivement de produire des anticorps. Et par rapport à ce que vous avez résumé sur une position au départ, et c'est ce que disent finalement d'une manière variable les différents politiques, c'est que oui, on aura probablement à la fin de l'année des vaccins qui, quand ils seront injectés, induiront des anticorps. Et c'est très bien, mais est-ce que ce sera suffisant pour une protection ? C'est loin d'être démontré, et je pense qu'on y reviendra. Oui. Et il y a des questions, effectivement, également de sécurité qui vont être clés dans cette discussion. D'accord. Donc, très bien. C'est efficace partiellement. Alors, alors, avançons avec le chiffre du jour. Voilà, le chiffre du jour, Elisabeth, c'est 8.
soit 2 fois 4. 8, ce sont 8 vaccins qui sont en cours de développement et qui actuellement se trouvent en phase 3. Nathalie Arnoux, qu'est-ce que c'est que cette phase 3 des essais cliniques? Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est la dernière phase et qu'est-ce que ça signifie cette phase 3? Alors la phase 3, justement, c'est intéressant par rapport notamment au vaccin russe qui est en phase 2 et qui va passer en phase 3. Il y a combien de phases? Il y en a 3. C'est la dernière. C'est la dernière avant d'être approuvée. Ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de faire des essais sur une multitude, des milliers de personnes. Et en fait, cette phase 3, elle permet de consolider des informations sur l'efficacité, comme vous l'avez dit. Et pour l'instant, on ne s'achemine pas vraiment vers un vaccin qui soit extrêmement efficace à 90%, mais plutôt vers les 50% d'efficacité avec une marge de manœuvre de peut-être 20%. Ça veut dire que pour pouvoir consolider ces informations, on a besoin de faire des essais cliniques sur des milliers de personnes qui vont permettre en fait de valider un certain nombre d'informations sur l'efficacité, mais aussi sur la sécurité du vaccin. Et les effets secondaires, c'est ça la sécurité, c'est les effets secondaires. Et donc ça, c'est important. Et pour l'instant, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande majorité de ces candidats vaccins ont besoin de terminer en fait ces essais cliniques. Donc dans les faits, on ne sait pas si un vaccin sera efficace ou pas, quelle sera son efficacité. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, qui est important, ce sont les protocoles de recherche. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de transparence sur les protocoles de recherche en termes d'accès à l'information. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure la baisse de la charge virale? Est-ce qu'on mesure, et corrigez-moi si je me trompe, professeur, mais est-ce qu'on mesure l'arrêt de la transmission, puisque c'est ce qu'on cherche? Et donc là-dessus, on n'a pas d'information et on n'a pas vraiment de transparence d'information sur ces essais. Et sur la question de l'agenda, on l'a vu, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, évoque peut-être le printemps prochain. Nathalie Coutinhet, est-ce que la compétition qui se joue entre les nations, cette espèce de nationalisme sur ce terrain-là, justement, participe de l'accélération à un effet, justement, conduit à ce que les pays qui sont en quête d'un vaccin agissent plus vite? Alors, il y a effectivement une course au nationalisme et une course au pays qui va trouver le premier. Trump a promis à ses électeurs... En novembre. L'élection début novembre. Que se passe-t-il en novembre? Ça paraît complètement impossible, puisque les phases 3 donc, de tests dont on parlait ne sont pas terminées. Donc, il faut évidemment analyser les résultats et qu'elles ont commencé en fait en août, ces phases, enfin juillet pour certaines, août. Et donc, il n'y a évidemment pas suffisamment de recul pour qu'il y ait un vaccin en novembre. Effectivement, aujourd'hui, on dit plutôt ce qu'on disait d'ailleurs au début, c'est-à-dire un vaccin pour plutôt fin 2021, parce qu'il y a un temps effectivement important de la recherche, il y a toutes les phases d'homologation. Alors effectivement, il y a une course, il y a une course. Trump voudrait bien sûr que les États-Unis soient le premier à trouver. Chaque pays va être le premier en réalité. Alors, chaque pays va être le sauveur de la planète. Les États-Unis, la Chine aussi, et il y a un enjeu effectivement Chine-États-Unis. La Russie s'en est effectivement mêlée. C'est moins vrai pour l'Europe. L'Europe a aussi un certain nombre de candidats vaccins qui sont en cours de développement à des phases plus ou moins avancées. Pourquoi c'est moins vrai? Pourquoi est-ce que l'Europe est moins pressée? Alors, l'Europe est pressée, mais on fait peut-être moins un élément de nationalisme. Voilà. Alors que ça tient aussi au fait que les projets européens sont financés par différents États et pas seulement européens. Donc, c'est aussi plus difficile. D'harmoniser. Ce qui n'a pas été dit et ce qui est particulièrement intéressant quand même dans cet exemple, c'est que les États ont largement financé la recherche et les firmes. Comme ça, dans des montants qui ne se sont jamais produits. Ne serait-ce que pour Sanofi, l'État américain a donné 2 milliards de dollars à Sanofi pour développer le vaccin. Et ce n'est qu'un exemple. Alors, vous évoquiez Donald Trump qui disait « j'aurai un vaccin en novembre ». Ça serait peut-être en comptant sur un certain Stéphane Bancel, un Français, mais qui est le patron milliardaire d'une biotech basée aux États-Unis. Vous la connaissez sûrement, Moderna. Il prétend être en phase 3 depuis début juillet avec un vaccin. Thibault Nolte, on réagira et vous réagirez sur lui. Thibault Nolte nous le présente à travers son rayon X. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Stéphane Bancel, j'ai vos radios sous les yeux, c'est juteux. Vous êtes Marseillais et PDG du labo pharmaceutique américain Moderna Therapeutics. Parmi quelques 140 projets de vaccins comptés par l'OMS dans la course anti-Covid, le vôtre porte le maillot jaune. Entre le 11 janvier, quand la Chine publie la séquence génétique du virus et votre premier essai clinique, vous avez pédalé sous stéroïdes. Là, on a mis 63 jours, donc 2 mois. Donc on est allé pratiquement 10 fois plus vite. Et c'est vraiment lié à la technologie de Moderna qui est très très nouvelle. Votre technologie, l'ARN messager, est tellement nouvelle qu'aucun médicament sur le marché ne l'utilise. Vous résumez,
L'ARN messager, c'est le logiciel de la vie. C'est votre corps qui fabrique le médicament. C'est fascinant. En gros, votre vaccin envoie une instruction aux cellules pour fabriquer des protéines de combat antivirus. Et jusqu'ici, les résultats effectués sur 30 000 cobayes sont plutôt concluants. Votre marché serait de 1 milliard de doses par an. Nous sommes en train de travailler, de réfléchir sur effectivement le prix du vaccin. Il est hors de question de tirer parti ou avantage de cette situation. Bien sûr que les maladies des uns font le bénéfice avant impôt des autres. Passé par Centrale et Harvard, ex-patron du labo Biomérieux, vous savez tout ça. Le virus a fait passer la valorisation de votre start-up, qui n'a jamais produit un seul médoc, de 9 à 30 milliards. Et vous avez vendu pour 13 millions d'actions pendant la crise. Début mars, parmi les patrons de labo réunis par Trump, vous avez été celui qui lui a promis un vaccin express. October is possible. It's a really optimistic scenario. It could be November. Trump a eu la faiblesse, ou la force, de vous croire. Un vaccin serait son dernier atout avant l'élection. Mon cher Steph, le destin de l'humanité est entre vos mains, doublement. Merci Thibault Noltre-nous. Alors Christian Bréchot, on l'a vu, October is peut-être possible, mais est-ce que cette course de vitesse, cette compétition, c'est pas dangereux aussi? Est-ce que ça peut pas conduire un certain nombre de laboratoires ou de pays à produire des vaccins qui ne soient pas fiables, justement? Alors il faut effectivement faire attention. Je voudrais juste dire un point, parce que ça dit à ça. Il ne va pas y avoir un vaccin, mais il va y avoir plusieurs générations de vaccins. Et ce dont on parle pour la fin de l'année, s'ils y arrivent, et vous avez parfaitement raison, enfin, toutes les deux sur ce qui a été dit, sur la prudence à avoir, ce sont ce que j'appelle des vaccins de première génération qui ont été axés sur la production d'anticorps, ce qui est bien, il faut quand même dire, qui auront une efficacité partielle, absolument, ce qui peut être très utile en ciblant la vaccination autour de cas infectés pour contenir des clusters. Donc c'est tout sauf négatif, mais la corrélation entre la production de ces anticorps et la protection, et la durée de cette protection, on la connaît. Il ne faut pas aller trop vite, donc. Hein. Et donc, il y aura des vaccins de deuxième génération qui joueront pas seulement sur la production d'anticorps, mais sur une immunité qu'on appelle cellulaire et innée, sans entrer dans les détails. Et donc, il faut bien voir ça. Donc, quand on dit fin 2020 ou fin 2021, ce n'est pas forcément contradictoire. Maintenant, vous avez parfaitement raison. La sécurité... L'absence d'effets secondaires, ça va être un point majeur. Il y a déjà 40% des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, et pas seulement en France, mais aux États-Unis, c'est pareil. S'il y a des incidents avec ce que j'appelle la première génération de vaccins, ça va plomber tout. Cette défiance. Alors justement, vous vouliez en parler, et on en parle avec vous, Nadia, de cette défiance, contexte cette crise de confiance. Exactement. Si un vaccin contre la Covid était développé, comment serait-il accueilli par la population mondiale? C'est la question qui a été posée par un sondage, lors d'un sondage mené dans 22 pays par l'Institut Ipsos, c'est le Forum économique mondial. Il révèle donc, vous le disiez, que les Français figurent parmi les plus réticents. Un quart des Français n'envisageraient pas de se faire vacciner, et même 20% sont fermement contre ce vaccin, contre seulement 1% des Chinois ou encore 7% des Britanniques. Les raisons du rejet sont dans cet ordre-là: la peur des effets secondaires, l'incrédulité sur l'efficacité du vaccin ou encore la certitude de ne pas être menacé par la Covid-19. Ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est que la France est l'un des pays, sinon le pays, où la défiance envers les vaccins en général est la plus forte, et c'est une tendance qu'on observe effectivement dans beaucoup d'autres pays. Et les réseaux sociaux, on n'en a pas encore parlé, jouent évidemment un rôle très important. C'est une chambre d'écho aux rumeurs, elles sont très nombreuses en ce moment. C'est par exemple sur Internet qu'a circulé l'infox selon laquelle en Australie refusé de se faire vacciner, ça exposera à plusieurs sanctions très sévères, par exemple interdiction de scolariser ses enfants, de prendre les transports en commun, d'aller au restaurant, de voyager ou encore de percevoir certaines allocations. C'est une rumeur. Rappelons, c'est faux. C'est faux, exactement. Tout ça, c'est faux. Ça a été démenti par le gouvernement australien qui a quand même dû dire qu'il fallait malgré tout lancer un débat avec la population. Nathalie Arnaud, est-ce qu'en France, pour amener ça à la France, est-ce qu'en France, on est capable d'avoir un débat dépassionné sur la vaccination et notamment sur la question de la vaccination obligatoire? Écoutez, je pense qu'on aura un débat dépassionné s'il y a une totale transparence sur les informations et sur les essais cliniques. Pour l'instant, ça manque. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'on mélange le politique et le scientifique. Si le politique prend le pas sur le scientifique, je pense qu'on va avoir quelques petits soucis et on va renforcer la défiance justement de la population, qu'elle soit américaine ou française, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontières sur un sujet comme celui-là. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on laisse
laisse les scientifiques faire leur travail. Comme il y a une pression politique extrêmement importante aujourd'hui à cause des élections américaines, entre autres, mais pas uniquement, le Brexit aussi, puis il y a des enjeux économiques, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une transparence totale et radicale sur les informations des essais cliniques et les protocoles. C'est-à-dire donc sur les effets secondaires, tout ce que peuvent redouter toutes ces informations, les personnes. et les scientifiques doivent être à même de pouvoir s'emparer en fait de cette information pour créer cet espace de confiance. Si on laisse ça aujourd'hui, on sait très bien que l'agence du médicament américaine est sous pression pour favoriser, pour que ça aille très très vite. Si on laisse ça se faire, bien évidemment, on aura une défiance en France et ailleurs, et on pourra ouvrir tous les débats qu'on veut. Honnêtement, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mal à... Et est-ce qu'on peut miser, justement, Nathalie Coutinier, sur un effort de transparence de la part des laboratoires, de la part des fabricants, des entreprises privées? Alors, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas connus par leur transparence, donc c'est assez difficile. En revanche, la pression des citoyens. Oui, et ils sont quand même obligés, lors des procédures d'autorisation de mise sur le marché, à chaque fois, il faut que les agences du médicament autorisent un médicament. Donc, c'est la FDA aux États-Unis et c'est l'Agence européenne du médicament pour ce qui concerne l'Europe. Les firmes sont quand même obligées de donner un certain nombre de résultats de tests. Alors, c'est vrai qu'on peut regretter que finalement, ce soit les firmes qui évaluent elles-mêmes leurs médicaments. C'est un petit peu comme si un étudiant corrigeait sa copie. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de résultats de tests qui sont donnés. Là où effectivement il y a un problème politique, c'est qu'on sait que Trump a déjà fait pression sur la FDA pour autoriser par exemple l'hydroxychloroquine puis de revenir en arrière. La fameuse agence du médicament. L'agence américaine. Donc effectivement, s'il y a une vraie pression et que le vaccin révèle des effets secondaires qui n'auraient pas été annoncés, là la suspicion serait effectivement extrêmement importante. Justement, une question pour vous, professeur Brachot. Christian Brachot, qui est-ce qui va valider, in fine, la qualité d'un vaccin? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce que c'est l'OMS? C'est une bonne question. Mais je pense que la réglementation, c'est que ça va se faire par État et puis au niveau européen, par exemple. Il y a des agences de régulation qui sont là pour ça. Il y a effectivement la FDA aux États-Unis. Alors, pour les États-Unis, moi je suis tout à fait d'accord. On a cette crainte effectivement que le politique influence. Au niveau français, européen, on n'a pas cette crainte, pour être clair. Donc il va y avoir une évaluation. Alors après, l'OMS doit s'emparer de ça et doit le faire rapidement, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas tellement pour remplacer les agences réglementaires qui vont devoir effectivement disséquer les dossiers avec les industriels, mais pour donner un sens global, de dire voilà, on a tel et tel vaccin, parce qu'il n'y aura pas un vaccin, il y en aura plusieurs, comment on doit l'utiliser, comment ça se passe, annoncer justement l'efficacité réelle. Il va y avoir un gros travail. Et j'espère, personnellement, on verra que l'OMS fera ça en chapeau, je dirais, au-dessus des agences réglementaires qui auront un rôle technique qui sera très important, bien sûr. Alors, une hypothèse, faites-nous écouter. Il y aura un vaccin ou il y en aura même plusieurs, et s'il n'y en avait pas, et s'il n'y avait pas de vaccin finalement, je vous propose d'écouter Karine Lacombe, qui est la chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On va s'inscrire dans la durée avec cette épidémie. Je ne suis pas du genre à faire des prédictions, mais on en a probablement pour 1 an et demi, 2 ans au total. À moins qu'on ait un miracle avec un vaccin, ce que je ne crois pas profondément, mais bon, on ne sait jamais. Mais donc, il va bien falloir qu'on s'inscrive dans la durée et donc faire des compromis entre ce qui est raisonnable 1 an et demi à 2 ans avec des masques. Ce qui est vivable. Peut-être. On va voir, peut-être. D'un mot, Christian Brachot, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de vaccin finalement? Absolument, c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'était un point vraiment très favorable. C'est vrai, et c'est vrai aussi, sans entrer dans les détails, qu'on parle du vaccin, ce qui est très important, mais qu'il y a des tas d'autres mesures qui sont en train d'être évaluées. Des molécules pour prévenir l'infection chez des gens à risque, des traitements avec des anticorps contre... On parle de la cortisone, beaucoup en ce moment. Et puis alors ça, c'est des patients qui sont plus gravement atteints, mais effectivement, c'est assez superbe de voir qu'on engage des dépenses extraordinaires et des équipes, on arrive à la dexaméthasone que tout le monde connaissait depuis le début. Mais ça, c'est pas grave. Et c'est complémentaire par rapport aux autres efforts. Donc oui, encore une incertitude, c'est tout à fait vrai. Il peut aussi, Nathalie Arnoux, arriver trop tard le vaccin, c'est-à-dire après que l'épidémie se soit elle-même éteinte au bout d'1 an et demi ou 2 ans, par exemple. Est-ce que ça s'est déjà vu dans l'histoire récente de la prophylaxie? Écoutez, là, je laisserai le professeur... Oui, sur le H1N1. Sur le SRAS, en fait. En 2003. Où il y avait déjà des tas d'études qui avaient été faites, où il y avait des laboratoires qui travaillaient déjà pour essayer de développer un vaccin. Et puis les financements, en fait, les chercheurs auraient bien continué, mais les financements, évidemment, se sont arrêtés. Parce qu'encore une fois, c'est plutôt dans ce type de maladie, de pandémie, des financements publics. Donc il n'y a plus de financement
financement et donc les équipes se sont arrêtées parce qu'il n'y avait plus de maladies en fait. Le vaccin contre Ebola, il y a eu 5 ans, il a fallu 5 ans pour le développer. En fait, on a eu la chance que le vaccin contre Ebola, là, il faut être honnête, il avait déjà été développé avant, en particulier par l'armée. Le temps, effectivement, de tout mettre en place, de le produire, l'épidémie était déjà en train de terminer, mais c'est là où c'est intéressant. Plus récemment, en 2019, quand il y a la nouvelle épidémie en République démocratique du Congo, on avait les vaccins. Et donc je pense que personnellement, ce qui peut se passer, même si, ce qu'on espère tous, je veux dire, cette pandémie s'arrête, et à la limite qu'on dit, entre guillemets, le vaccin arrive trop tard, en fait, ce n'est pas comme ça. Il y aura d'autres épidémies. Et tout ce qu'on aura grâce à ce vaccin, on l'aura pour la suite, en fait. Et sur la vaccination croisée, dont on parle beaucoup en ce moment avec la grippe... les immunités croisées. Les immunités croisées, pardon. On recommande visiblement de se vacciner contre la grippe davantage peut-être que les autres années? Moi, je pense qu'on le recommande parce que vraiment, ce n'est pas la peine d'avoir une grippe plus Covid-19. Est-ce qu'il y a une immunité croisée, c'est-à-dire une cross-protection? Ça, ce n'est pas très clair actuellement. C'est possible, mais de toute façon, c'est logique. Et Nathalie Arnoult, on entend aussi le gouvernement et le Premier ministre qui disent la doctrine maintenant, c'est de vivre avec le virus. C'est ce que dit Jean Castex, il va falloir vivre avec le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de temps? Honnêtement, je ne suis pas devin, donc je ne saurais pas vous dire combien de temps on va vivre avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être pour essayer de mieux comprendre en fait, ce qui se passe aussi avec le virus. Et je crois qu'il faut faire confiance là, pour le coup, aux scientifiques qui essayent de creuser le sujet. Maintenant, combien de temps, c'est honnêtement très difficile à dire aujourd'hui avec les informations dont on dispose. Merci à tous les trois.